Ceci est un livre audio autogénéré par Google. 7. Ce silence est, pour tous les êtres attaqués, le seul moyen de triompher. Il lasse les charges cosaques des envieux, les sauvages escarmouches des ennemis, il donne une victoire écrasante et complète. Quoi de plus complet que le silence? Il est absolu, n'est-ce pas une des manières d'être de l'infini? Honoré de Balzac, Pierrette, 1840. 8. 9. Un silence habité. Écrire en langue française dans l'Ouest canadien peut apparaître comme un acte de résilience ou comme un défi. Il y a des deux dans cet essai, dont la lecture se révèle stimulante. D'abord par le ton. Un essai à la première personne qui prend le lecteur par l'épaule dans une forme très libre de commentaires, où l'on passe de l'analyse sociocritique à un zapping de notules plus impressionnistes, parfois incisives, mais qui permettent une large exploration d'un champ littéraire insoupçonné. Le tout, débouchant sur une galerie de portraits appuyés sur des entretiens dont les derniers lèvent le voile sur l'auteur tel qu'en lui-même. Laurent Poliquin, poète, auteur d'une dizaine de recueils, enseignant, éditeur, engagé dans la défense d'une littérature minoritaire qui lutte pour sa survie entre les centres gravitationnels que sont Montréal et Paris. Car, malgré les écoles d'immersion, le français est en régression dans l'Ouest canadien. Au Manitoba, par exemple, on apprend que 55% des francophones, ils sont 45 900, parlent anglais à la maison. L'identité négative et une forme d'intranquillité linguistique, qui semble condamner à plus ou moins long terme l'usage de la langue, conduisent de plus en plus d'écrivains francophones, en quête de lectorat, à se tourner vers l'anglais. Selon l'auteur dramatique Laurier Garot, la communauté fransaskoise en Saskatchewan a cessé d'exister depuis une dizaine d'années. Il reste, pour tout l'Ouest canadien, seulement 7 éditeurs en langue française et dans l'un de ses entretiens, Laurent Poliquin nous avoue qu'un succès littéraire au Manitoba, c'est 3 livres vendus en 10. Librairie. La proximité relative du Québec ne change rien au problème, à cause d'une ambiguïté historique qui oppose les franco-souverainistes de la belle province aux franco-fédéralistes de l'Ouest canadien. En dépit de ce constat alarmant, Laurent Poliquin réussit à nous brosser le tableau d'une littérature dynamique, où la pulsion d'écriture excède les difficultés des conditions de production. À travers la diversité des genres, littérature de jeunesse, poésie, roman, théâtre, nous découvrons comment, dans un contexte d'appropriation, voire de détournement de grandes figures tutélaires, telles la romancière manitobaine Gabrielle Roy, une littérature de l'exiguïté, révélée par l'essai de François Paré, parvient à résister et à survivre, entre une quête de l'autochtonie et un désir nomade d'interculturalité attisé par l'espace des grandes plaines de l'Ouest. À Saint-Boniface, par exemple, autour de 2 maisons d'édition, les Editions du Blé et des Editions des Plaines, on voit apparaître les figures emblématiques de la modernité littéraire franco-manitobaine, J.R. Léveillé, Lise Gaboury Diallo, Paul Savoie, Charles Leblanc. Si la poésie reste le genre littéraire dominant, la créativité dans ce domaine ouvre la voie à une pluralité d'expressions qui donne une vision particulièrement ouverte de la dynamique des formes en écriture. Marie-Belle Ouellet, Éric Charlebois, Brigitte Antiens, Dominique Langlois, Robert Hiergeau, Serge Patrice Thibaudot, Barthélemy Bolivar. Écrire en pays dominé, pour reprendre un titre de l'écrivain martiniquais Patrick Chamoiseau, apparaît donc ici comme un vrai défi qui montre à quel point le désir d'expression, y compris dans un espace contraint, se joue des 11. Logiques économiques les plus puissantes dont l'idéologie assimilatrice menace d'entropie nos cultures et étouffe l'élan créateur dès lors qu'il est porteur d'altérité. Le même constat pourrait être fait en France où l'institution littéraire parisienne écrase la littérature des régions, rebelle aux modèles imposés par la médiasphère. L'intérêt de cet essai, au-delà des belles découvertes auxquelles il nous convie, est aussi de montrer comment la volonté d'être, en écriture, dans une langue minoritaire, peut encore permettre une survie communautaire dans une société dominée par l'individualisme et les logiques marchandes de l'avoir. C'est également ce que reconnaît J.R. Léveillé, dans l'un de ses entretiens avec Laurent Poliquin. Nous avons une très petite population. Pourtant l'activité continue de quelques poignées d'écrivains,
reconnu par la critique, est un témoignage incommensurable de la vitalité de cette littérature au-delà des nombres. Marc Gontard. 12. 13. Avant-propos. Full many a flower is born to blush unseen. And was its sweetness on the desert air. Thomas Gray, 1751. Cet ouvrage s'inscrit dans une sorte de lucidité. Celle immensément perceptible par les écrivains franco-canadiens qui évoluent à la périphérie des grands centres littéraires. Lucidité des rapports de force, alors que leur littérature tente désespérément de mieux se faire connaître et reconnaître. Au fond, la violence symbolique du monde littéraire légitime, celle-ci dans ces grandes capitales de la francophonie que sont Paris et Montréal, leur chamboule l'estomac. C'est cet estomac fragile de la littérature francophone au Canada que je cherche à sonder depuis maintenant une vingtaine d'années. Le clin d'œil à l'écrivain et critique français Julien Gracq, auteur de La littérature à l'estomac, 1950, n'est pas innocent. Pour Gracq, la littérature française est contaminée par les diktats de certaines cliques à la mode, au détriment de l'affirmation du caractère primordial de l'écriture. En milieu minoritaire, il est parfois difficile d'échapper à cette dimension politique de la littérature, alors que les institutions qui la font vivre sont menacées d'insuffisance respiratoire quand elles ne sont pas à l'agonie. Pour preuve liaison, la Revue des Arts, fermée, finie, exit après 40 ans, Virage, Revue de la Nouvelle tout aussi morte, le catalogue livre, disque, etc., devenu. En l'occurrence, l'existentialisme occupe très largement la scène culturelle française à l'époque de la publication de son essai, au détriment d'autres approches littéraires incompatibles avec une certaine clique. 14. À vos livres disparus. Les éditions d'Acadie et les éditions du Nordir, partie finie, avalée, édition du Vermilion au ralenti, côté librairie c'était l'apostrophe. Hécatombe. La librairie Champlain à Toronto fermée en 2009, suivie de Sophia Books à Vancouver en 2010, de la Maison de la Presse de Toronto en 2014, de la librairie Le Carrefour à Edmonton en 2015, de la librairie du Centre à Sudbury en 2016 et de la librairie du Centre à Ottawa en 2018. Saluons les derniers survivants. La bouquinerie Gravel de Gravelbourg, la boutique du livre et la librairie à la page de Saint-Boniface, le coin du livre et la librairie du Soleil d'Ottawa, la librairie Mosaïque de Toronto, la librairie Il était une fois d'Oakville et la librairie Le Nord de Hearst. Malheureusement, la survie de ces acteurs de l'héroïsme livresque est maintenue presque exclusivement grâce au marché scolaire. Qui tue la littérature ? Connaissons-nous bien les principaux auteurs de la Finlande, de la Norvège, du Pérou ? Hors des grandes églises littéraires, point de salut. Claude Jasmin 2002. L'on pourrait croire que cet effritement institutionnel des ressources littéraires ne tue pas la littérature. Pourtant les conséquences se révèlent funestes. Avec un réseau de librairies si fragile, le Kidam francophone perd alors l'occasion de confronter ses choix de lecture anglo-saxons à la vastitude de livres disponibles dans la langue de Molière. Le phénomène éloigne donc des lecteurs, lamine une tradition de lecture déjà affaiblie et ralentit la marche de l'émancipation des rapports. 15. De force littéraire. Il prive des communautés du geste de la lecture et dévoile par le fait même le malaise de la culture francophone. Pire, il pousse les écrivains francophones à écrire dans la langue de la majorité, un phénomène dévoilé récemment dans un article de Pamela Singh de l'Université de l'Alberta II. Selon elle, la relève littéraire à l'ouest de la province du Manitoba écrit désormais en anglais. Elle cite les noms de Marie Moser, Jacqueline Dumas, Paulette Dubé, Pierrette Requier, Denis Y. Béchard et Lise Guyane Pomerleau-Maine. Bien entendu cette liste pourrait s'allonger. On pense particulièrement au romancier saskatchewanais Yann Martel, célèbre auteur de Life of Pi Knopf. Même les professeurs d'université qui cherchent également à élargir leur lectorat ont souvent recours à la langue anglaise 3. Au Manitoba, on observe plutôt une contamination anglo-saxonne de la langue de certains écrivains. Le phénomène n'est pas nouveau, surtout chez les dramaturges. En 1975, Roger Auger faisait le choix d'une langue vernaculaire pour dénoncer, entre autres, les conflits diglossiques de certains locuteurs franco-manitobains dans sa pièce Je m'en vais à Regina. Les dramaturges ou scénaristes contemporains,
tel Mark Prescott. 2. À l'ouest de l'Ouest. Extrême minorisation et stratégie scripturaire, les littératures franco-canadiennes à l'épreuve du temps sous la dire de Elliott et F. Paré, presse de l'Université d'Ottawa, 2016, pages 143 à 167. 3. Les exemples sont nombreux et pourraient faire l'objet d'une longue bibliographie. Parmi ceux-ci, on retrouve Manitoba's French Language Crisis, à Cautionary Tale McGill Queen's University Press, du professeur émérite Raymond Hébert de l'Université de Saint-Boniface et les travaux du professeur émérite de l'Université de Lethbridge, Raymond Huel, auteur de Archbishop à Attaché of Saint-Boniface et Proclaiming the Gospel to the Indians and the Métis, University of Alberta Press. 16. Réal Senerini et Stéphane Oistrich semblent plutôt avoir assimilé ces choix langagiers qui émaillent la langue de mots et de structures hybrides à une posture linguistique naturelle, mais fatalement agressive, pour reprendre les mots de François Ouellet IV, reflet d'une certaine génération de franco-manitobains bilingues qui questionnent leur identité 5. D'autres auteurs occupent l'espace littéraire francophone et anglophone avec sérénité, en gérant leur répertoire plurilingue de façon distincte. C'est le cas d'auteurs qui publient autant en anglais qu'en français, telle la romancière Simone Chaput, auteur de Santiago et A Possible Life, Thornton Press 6, du poète Paul Savoie, auteur de Dead Matter, Crypt Editions, et de The Meaning of Gardens, Shadowing, Fishing for Light chez Black Moss Press, de Guy Gauthier qui a choisi l'anglais par anticonformisme, selon J.R. Léveillé et qui a fait paraître sa poésie, son théâtre et son. 4. Mark Prescott, Made in Manitoba, Nuit Blanche numéro 146, page 12. 5. Plusieurs chercheurs se sont intéressés à la diversité sociolinguistique de l'Ouest canadien. Sur le sujet, on pourra consulter Robert Apapen et Sandrine Allion, dire à l'ouest des Grands Lacs, communauté francophone et variété de français dans les prairies et en Colombie-Britannique, les presses de l'Université Laval, 2014, 300 p. S. Allion, F. Martineau, des Bigot, M. NYONGWA, R. Papen, des Walker, les communautés francophones de l'Ouest canadien, de la constitution des corpus de français parlés aux perspectives de revitalisation, Francophonie d'Amérique, numéro 32, 2011, page 109 à 144, Liliane Rodriguez et Alapierre, dire. D'Est en Ouest, la variation géolinguistique du français au Canada, les presses de l'Université de Saint-Boniface, 2013, 368 p. Liliane Rodriguez, la langue française au Manitoba, Canada. Histoire et évolution lexicométrique, Tübingen, Max Niemeyer Verlag, 2006, 519 p. 6. Simone Chaput avoue toutefois dans l'édition du 21 novembre 2018 du journal La Liberté de Saint-Boniface Q', elle n'écrira plus jamais en anglais. 17. Journal en anglais à New York et Seattle notamment, tout en publiant aussi en français au Canada et en France 7, ou encore de David Bouchard qui bénéficie de l'expertise des éditions des Plaines pour traduire lui-même ses succès de librairie, tels que If You're Not From the Prairie, Capel, Aham Raven ou encore Seven Sacred Teaching. Les stigmates de l'agonie. Toutefois, je ne crois pas qu'il faille se laisser aveugler par l'excellent travail de certains intervenants institutionnels. Éditeurs, libraires, critiques littéraires, bibliothécaires, journalistes, tous ces acteurs de diffusion de la littérature font un travail remarquable, quand ils existent. Outre leur petit nombre, ils sont malheureusement tous soumis aux aléas budgétaires et aux ressources limitées de leurs fonctions. Aujourd'hui, la plupart des éditeurs canadiens restreignent leur catalogue non pas au regard de la qualité des manuscrits qu'ils reçoivent, mais en proportion des subventions qui leur sont accordées. Un constat similaire faisait dire à Jacques Fortin en 1979, alors jeune fondateur des éditions Québec-Amérique, que certains éditeurs, dont la première préoccupation est de rester accrochés aux mamelles de l'État, et qui affichent des comportements d'assistés sociaux et de mendiants, sont les premiers responsables du conformisme ennuyeux et inefficace de l'édition nationale 8. 7. J.R. Léveillé, préface dans Guy Gauthier La hantise du passé, Blé 2017, page 9. 8. Jacques Fortin, L'Aventure, récit d'un éditeur Québec-Amérique, 2000, page 89 à 90. 18. Cet esprit mercantile a pour conséquence de freiner le processus de création d'un auteur et, par ricochet, ralentir l'enrichissement de la littérature. L'auteur ne peut pas toujours espérer que l'engagement financier de son éditeur se renouvelle chaque année,
notamment dans un contexte minoritaire où les profits sont rarement au rendez-vous. De même, la critique littéraire généralement assumée par des professeurs de littérature rencontre aussi des limites, souvent surmontables, mais bien réelles, de par les choix qu'elle s'impose dans son travail de diffusion. Encore faut-il qu'elle sache pallier l'absence de lieu de publication, alors que Liaison, la seule revue de critique littéraire au Canada français, a fermé ses portes neuves. Comme le fait bien remarquer François Paré, autant ces choix peuvent assurer la mémorialisation des œuvres et faire la vie et la mort des littératures, autant ils sont effectués le plus souvent dans la plus pure naïveté. L'institution littéraire actuelle de neuf d'aucuns prétendront que l'avenir de la diffusion de la critique littéraire passe par le numérique, les réseaux sociaux et les sites web dédiés à la littérature. En Acadie, le Webzinaster fondé en 2013 essaie de se tailler une place dans le paysage médiatique et accueille un espace de critique littéraire et artistique. Bien entendu, le peu de moyens de la rédaction limite l'épanouissement de cette initiative bénévole. Le 5 juillet 2018, la revue de critique et de théorie littéraire @Nalise annonçait la redéfinition de son mandat à la faveur des littératures franco-canadiennes et québécoises, toute époque confondue. Désormais, les articles de critique et de réflexion théorique en lien avec ces corpus seront considérés dans cette publication numérique destinée principalement à des chercheurs. Outre ces initiatives bénévoles fort louables, il n'en demeure pas moins que l'espace de publication de compte-rendu est déficitaire dans la francophonie canadienne. Chemin faisant, le silence opérant. Puissance. 10. Les littératures de l'exiguïté, le Nordir, Col. BCF 2010, page 94. 19. La francophonie canadienne ne réussit pas toujours à faire valoir des œuvres d'auteurs qui n'ont pas encore atteint un certain capital symbolique. Il n'est pas rare de lire un critique littéraire s'en désoler, à l'exemple du titulaire de la chaire de recherche du Canada en études acadiennes et milieux minoritaires et professeur à l'Université de Moncton, Benoît Doyon-Gosselin, qui convient d'une évidence à la publication anthologique de l'œuvre du poète Charles Leblanc. Il mérite une meilleure réception du lectorat 11. Dans un compte-rendu de l'ouvrage, Doyon-Gosselin répond pertinemment au préfacier du livre de Leblanc, René Lafleur, pour qui l'écriture de Charles Leblanc dérange. 12. L'écriture de Charles Leblanc dérange qui au juste? Qui a lu Charles Leblanc? Peut-être en raison de sa situation géographique, l'auteur demeure peu connu et peu lu. Même les chercheurs universitaires n'ont pas pris la peine de lui consacrer une étude singulière. À preuve, la bibliographie critique à la fin du livre des briques pour un vitrail regroupe essentiellement de courts comptes rendus 13. Conséquemment, les observations du professeur Jacques Poirier de l'Université de Hearst restent pertinentes. La littérature de l'Ouest canadien ne se porte pas bien 14. Dans les faits, la relève littéraire est mince voire anémique, et là. 11. Des briques de mots pour un recueil, liaison numéro 144, page 62. 12. Préface Charles Leblanc, des briques pour un vitrail, Blé 2008. 13. Opsite. 14. Réflexion sur la littérature franco-ontarienne, Jacques Poirier, ex-poète. https://www.francopresse.ca/2023/réflexion-sur-la-littérature franco-ontarienne-jacques-poirier-ex-poète. Consultez le 21 mars 2018. 20. Qualité ou la pertinence pas toujours au rendez-vous 15. Pour une certaine critique plus radicale, la relève n'existe pas. C'est le cas de Benoît Doyon-Gosselin qui affirmait en 2015 « Les écrivains qui publiaient il y a 30 ans, 20 ans ou 10 ans continuent d'enrichir un corpus franco-manitobain fort diversifié, mais la relève n'existe tout simplement pas. » 16. Le constat était le même chez J.R. Léveillé en 2014. Il n'y a pas de relève chez les jeunes, étudiants, adultes dans la vingtaine, ceux qui seraient destinés à apporter un souffle nouveau. 17. C'est parfois oublié, une forme de fermeture institutionnelle ou ostracisme déguisé. Comme je le rappelais dans La Liberté du 29 février 201-1218, sans citer le nom d'auteur que l'institution littéraire du Manitoba d'alors n'a pas su retenir. Je pense particulièrement aux auteurs Louis-Philippe Ouimet, Janice Locas, Sarah Rocheville ou Étienne Beaulieu, qui partagent tous le fait de n'être pas nés au Manitoba.
Ces derniers ont tous quitté l'Ouest canadien et sont retournés vivre au Québec, sans avoir inscrit leur marque littéraire au Manitoba, à l'exception de Louis-Philippe Ouimet qui a notamment publié des romans aux éditions des Plaines, Le Paradis numéro 202, 2004 et aux éditions du Blé, La Butte 2009. Constat similaire en 15 toutefois. 3 jeunes auteurs ont publié leur premier livre aux éditions du Blé en 2014 et 2015, soit Robert Nicolas, Stéphane Oistric et Mélissa Denis-Végin. Espérons que leur carrière littéraire fleurira dans les années à venir. 16 à l'Ouest, rien de nouveau, mais un corpus bien vivant, Québec français numéro 174 2015 page 61 à 62. 17. La littérature franco-manitobaine en voie de disparition? Liaison numéro 165, automne 2014, page 16. 18. Il y a une relève littéraire au Manitoba français, La Liberté, 29 février 2012, page 4. 21. Ontario. Si l'on se fie aux observations de Lucie Hott et de François Ouellet pour qui il n'existe pas de relève en Ontario français 19. En Acadie, Raoul Boudreau nuance ce déficit de la relève en affirmant plutôt que le contexte actuel a peu à voir avec celui des années 1970, l'expression d'une voix spécifique par le biais de nouveaux médias s'en trouvant complexifiée 20. Les bourreaux complexes de la littérature. Et pourtant, de ces stigmates de l'agonie, on pourrait aussi arguer le contraire. Avant 1974, c'est surtout Gabrielle Roy, prix Femina 1947, qui occupe l'espace littéraire. Mais elle le fait à partir du centre littéraire montréalais plus affirmé, plus ancien et plus loti que celui de Winnipeg. Aujourd'hui, Ying Chen à Vancouver profite aussi de l'intérêt de son œuvre par un public en majorité québécois. De nos jours, la littérature de l'Ouest canadien s'est enrichie d'œuvres de tous les genres, du roman au théâtre, en passant par la poésie et la littérature pour la jeunesse. Sans la contribution des éditeurs, plus particulièrement des éditions des Plaines et des éditions du Blé, elle n'existerait pas 21. Cela constitue-t-il une 19 Lucie Hott et François Ouellet dire La littérature franco-ontarienne depuis 1996. Nouveaux enjeux esthétiques, prise de parole, Col. Agora, 2016, page 7. 20 Raoul Boudreau, Les poètes acadiens de la relève, Studies in Canadian Literature, Études en littérature canadienne, volume 30, numéro 1, 2005, en ligne, https://journals.lib.ca/article/view/15279/16366. 21 parmi les outils littéraires qui ont contribué à faire connaître cette littérature, mentionnons le répertoire littéraire de l'Ouest canadien, Annette Saint-Pierre, 1984, l'anthologie de la poésie franco-manitobaine, Roger Léveillé, 1990, le dictionnaire des artistes et des auteurs. 22. Littérature? Bien sûr, mais à petite dose, à un degré qui va redoublant de force au bonheur de la parution annuelle d'une quinzaine d'ouvrages 22. Pour récuser l'ordre établi par les grands centres, pour opérer des bouleversements, renouveler le langage critique, il faut des outils. C'est ici qu'intervient cet ouvrage. Bien sûr dans la modestie, dans l'éclectisme, dans la contradiction, mais surtout en profitant de l'obliquité d'un regard propre aux littératures minoritaires et comme le fait remarquer François Paré, en tout respect, de la multiplicité des interventions. Littéraire sur le monde 23. De l'article de magazine, du compte-rendu, à la conférence, en passant par l'entrevue et le portrait, j'espère contribuer à accroître le capital symbolique et sémiotique de la littérature franco-canadienne, en particulier celle de l'Ouest canadien, trop souvent absente du discours. Francophone de l'Ouest, Gamila Morcos, 1998, les cahiers du Centre d'études franco-canadiennes de l'Ouest, CEFCO et les travaux d'historiens tels que Hélène Chaput, Donatien Frémont, journaliste de l'Ouest canadien, 1977, Roger Motu, Maurice Constantin Vailleur, écrivain de l'Ouest et du Grand Nord, 1982, Jean Papen, Georges Bunier, homme de lettres canadien, 1985, et Robert Viau, L. Ouest littéraire, Vision d'ici et d'ailleurs, 1992. 22 On compte 7 éditeurs dans l'Ouest canadien. Édition des Plaines Saint-Boniface, Édition du Blé, Saint-Boniface, Édition de la Nouvelle Plume, Regina,
Apprentissage illimité Saint-Boniface, Presse universitaire de Saint-Boniface, Saint-Boniface, édition de l'Épaulard Victoria, édition presse de Bradapic, Vancouver. Parmi les 17 éditeurs membres du regroupement des éditeurs franco-canadiens, dont la majorité se trouve en Ontario, la production annuelle de ces éditeurs oscille entre 120 et 150 titres. 23 Opsite, page 78. 23. Critique, et surtout avec cette sincérité seule capable de faire avancer cette grande passion de la littérature d'ici. Quant au silence évoqué dans le titre, ce grand ami de l'écrivain, il se dégaine encore trop souvent dans les mains des bourreaux complexes de la littérature. Son visage est multiple. Il peut naître du refus de l'éditeur de publier, du journaliste d'écrire, du magazine d'ignorer, de l'anthologiste d'inclure, du prix littéraire de reconnaître, de la bourse de s'attribuer, de la clique de se dissoudre, du professeur d'enseigner, du libraire de vendre, du lecteur de lire. Ce silence a même des allures systémiques, sinon négligentes, voire naïves. Il y a plusieurs années, à la question posée au professeur François Paré à savoir pourquoi il ne montait pas de cours de littérature franco-ontarienne à l'université de Guelph, la réponse qu'il offrit alors fut brutale, parce qu'il n'y a pas la moindre espèce d'intérêt. 24 Bien que cette attitude hautaine qui gomme la complexité institutionnelle des littératures issues de milieux minoritaires ait heureusement évolué, il n'en demeure pas moins qu'elle est toujours présente au résultat de la diffusion de la littérature francophone au Canada, notamment celle de l'Ouest canadien. En 2012, alors que le professeur Jacques Paquin de l'Université du Québec à Trois-Rivières publie un recueil d'études intitulé Nouveaux territoires de la poésie francophone au Canada, 1970 à 2000, l'exclusion de la littérature de l'Ouest canadien est si frappante, si lacunaire, que le préfacier ne peut que s'excuser d'une telle absence dans un livre de plus de 400 pages, accusant le jeu des appels d'articles, et sa malheureuse part d'aléatoire, alors. 24 Ibidem, page 93. 24. Qu'aucun intellectuel ou chercheur universitaire de l'Ouest canadien n'apparaît dans l'ouvrage au terme de l'exercice. En terminant, voici un aveu, cet ouvrage n'est pas celui que j'aurais voulu écrire. Il se présente plutôt comme l'espoir de celui qui sera un jour et qui manque encore terriblement au fronton des lettres d'expression françaises dans les prairies de l'Ouest canadien. Je vous parle bien entendu de l'histoire de cette littérature. Heureusement que le silence ne peut rien devant la ferme volonté de devancer les signes de la disparition autour de soi, et d'affronter pas à pas l'indifférence. 25. 1. Au pays des grands espaces. 26. 27. Nous posséderons un art, une littérature, le jour où par l'amélioration de notre enseignement et de notre éducation, par une prise de possession vigoureuse, résolue, de notre culture, de toute notre culture, nous aurons cessé d'être une ombre de peuple, une ombre de Français, une ombre humaine, pour devenir puissamment de grands Canadiens français, c'est-à-dire de grands humains. Lionel Groulx, Directive, 1959. 28. 29. Un engagement implicite, considération. Sur le régionalisme littéraire. Dans l'Ouest canadien. En soi, le terme régionalisme, appliqué à la littérature renferme son lot de complexité, mais lorsqu'on l'appose à la littérature de l'Ouest canadien on peut y faire fructifier une réflexion particulièrement foisonnante. Une idéologie des années 30. Dans le cadre du Canada français, le régionalisme nous ramène en arrière, voire à des intellectuels des années 1930 qui l'ont largement utilisé pour valoriser les régions du Québec, les cantons de l'Est, le Saguenay, la Mauricie, etc. Par le biais de l'histoire, de la littérature et de la commémoration. À l'époque, plusieurs anniversaires régionaux viennent alimenter la reconnaissance régionale, dont le 400e anniversaire de l'arrivée de Jacques Cartier en Gaspésie ou encore le tricentenaire de la fondation de Trois-Rivières en 1934. Parmi les instigateurs du mouvement de propagande en faveur de l'étude de l'histoire nationale, on retrouve l'abbé Joseph Géringer-Linas, 1874 à 1927, qui consacra sa carrière à l'enseignement de l'histoire et de la rhétorique au séminaire Saint-Joseph de Trois-Rivières.
À l'époque, le courant d'histoire régionaliste s'inspire du chantre du régionalisme provençal, Frédéric Mistral, 1830 à 1914, prix Nobel de littérature en 1904. Gélinas signa de nombreux articles et chroniques historiques dans le Bien public et dans l'Écho de Tran. Saint-Justin, sous les pseudonymes d'un Canadien et de Jacques Hertel. Il en rassembla un certain nombre dans 2 recueils longtemps populaires dans les écoles. Au foyer, causeries historiques pour les petits de chez nous et en veillant avec les petits de chez nous, causeries historiques. L'un de ses élèves, Albert Tessier, également éducateur, historien et pionnier du cinéma canadien-français, définissait le régionalisme comme étant la mise en valeur intelligente, ordonnée, méthodique des virtualités matérielles et spirituelles que le bon Dieu a mises à la disposition des hommes dans un milieu à une époque donnée. Le Nouvelliste, 26 novembre 1938. Cette valorisation régionale n'est qu'une des nombreuses formes qui permet de distinguer le renforcement de l'autonomie d'une communauté culturelle. Le régionalisme est alors compris comme un engagement, qui n'est pas seulement artistique, mais bien entendu politique et économique, à ce qu'Henri Lessard, journaliste du droit d'Ottawa de 1922 à 1950, appellera les problèmes de portée régionale. Pour notre avancement, le droit, 24 janvier 1944. L'intrus de la littérature. Ce détour vers le passé nous permet de mieux situer un terme connoté, mais qui témoigne d'une réalité tout actuelle, celle de valoriser inconsciemment ou non, un territoire, sa langue, sa culture. Je pressens déjà les remontrances du lecteur. Le régionalisme, pourquoi ? Non, je ne vois pas. L'art n'est-il pas universel ? L'aventure de l'écrivain n'est-elle pas singulière ? Oui, bien sûr, mais l'art ne réussit pas. 31. Totalement à s'affranchir d'une constellation symbolique qui l'ancre dans son territoire et son temps. Je pense au travail textuel d'un J.R. Léveillé. Les lieux, les personnages, les événements, que ce soit dans des romans comme Plage 1984, Le soleil du lac qui se couche 2001 ou Nosara 2003, sont des prétextes qui répondent à des rythmiques d'écriture. Et pourtant, personne n'oserait dire que nous ne sommes pas en présence d'une littérature qui ne s'inscrit pas dans l'essence de l'être franco-manitobain, pour reprendre un vocabulaire cher à Aristote. Nous sommes dans l'ordre de l'intime, du détail, des propriétés d'un texte littéraire. L'auteur lui-même se présente comme un écrivain nord-américain de langue française né à Winnipeg, bien entendu pour créer un effet distinctif et affirmer l'expérience nord-américaine de son écriture. Il n'empêche que l'œuvre n'est pas éloignée de ce rapport qui valorise l'esprit des plaines de l'Ouest canadien. La ghettoisation linguistique. En voilà un mot qui fait mal, ghettoisation. À moins qu'il faille lui préférer créolisation, ou tout simplement anglicisation. Au final, le régionalisme c'est aussi ça, soit le choix des mots pour faire valoir sa préférence verbale, écarter de la norme l'expression des personnages, de la narration, créer des effets de réel qui ne sont que des effets, du factice par définition. Quand le dramaturge Mark Prescott écrit le monologue Bob Burns Robert Brûlé, mais short, édition du Blé, 201 125, il joue de la matière verbale. 25 écrit à Montréal dans le cadre d'un exercice d'écriture avec Linda Gaborio à l'École nationale de théâtre en mars 1998. Le texte a d'abord 32. À la manière d'un Michel Tremblay et le vernaculaire québécois, mais dans un registre fort différent, contaminé par l'anglais, parfois dans un esprit de dénonciation, mais surtout pour afficher une différence, une réalité qu'il perçoit dans sa vision personnelle d'auteur. Toujours you have to, toujours fallait-il you have to, fallait-il you gotta l'apprendre learn, c'te langue la, to fiin. C'était important to fiin il me semble. Ça papa pas pris à long time longtemps. L'anglais English s'attrape comme on, comme cold d'un rhume, page 96. L'expression verbale du ciné-roman FM Youth, édition du Blé, 2015, du jeune cinéaste Stéphane Oistrik n'est pas étrangère à ces effets de langage qui cherchent à colorer le lieu d'origine de cette littérature, comme si la question du régionalisme ne se posait pas explicitement mais que sa présence en était immanente. Le procédé vise à ériger une frontière linguistique freinant du même coup la compréhension d'un public en mal de déchiffrer l'idiome utilisé, même si au fond, le cinéaste expose des regrets quant à un certain état de fait de la situation linguistique de ses contemporains.
One day the only thing that'll be left in Saint-B, ça va être les noms des foyers d'âge d'or. Une littérature engagée? Doit-on parler d'un engagement, même de façon implicite? La question reste à débattre, tant elle impose des nuances et varie selon les auteurs et les œuvres en cause. Dans un article été publié dans le recueil Sillon, hommage à Gabriel Roy, sous la dire de Lise Gaboury Diallo, Blé, 2009. 33. Intitulé Made in Manitoba 26, l'auteur J.R. Léveillé rappelle la pluralité ethnique de la francophonie manitobaine, constituée sur les bases de la nation métisse de l'Ouest, mais à laquelle sont venus s'ajouter des colons canadiens français, belges et suisses entre autres. De cette identité plurielle du Manitoba français, Léveillé relève un espace bien précis de la littérature manitobaine, son américanité page 242. Le terme apparaît audacieux, un peu passe-partout, sinon facile pour parler de la dimension d'un corps écrivant dans un temps et lieu précis. Doit-on y voir l'affirmation que cette littérature reflète un espace précis, et qu'en ce sens elle se régionalise? Que doit-on alors penser de ces auteurs manitobains qui font intervenir le Maghreb, le Sénégal, le Mali ou encore Haïti, comme c'est le cas chez Lise Gaboury Diallo et Barthélemy Bolivar? Peut-être qu'au fond la question est vaine. Toute littérature est empreinte de signes de démarcation, ce qui en fait sa richesse et sa couleur. On ne pourrait imaginer le succès d'une Antonine Maillet en littérature, ou d'un Zachary Richard en chanson sans leur couleur langagière marquée du sceau de leur territoire d'origine. Dans le cas de l'Ouest canadien, il n'en demeure pas moins que l'origine multiple de sa francophonie marque à sa façon la diversité des écritures qu'on peut y lire. 26 Voir J.R. Léveillé, Made in Manitoba, dans cette langue qu'on appelle le français, l'apport des écrivains francophones à la langue française, Arles, Actes Sud, Maison des Cultures du Monde, Collection Babel, 2006, pages 241 à 252. 34. Un choix linguistique guindé, la langue de l'élite cultivée au Canada français. Pour être honnête, je crois que le sujet de cet essai m'est venu à la suite de la redécouverte de cet adjectif que je n'avais pas entendu depuis longtemps, soit le mot guindé. J'aime ces mots généreux en signification, parce que guindé fait appel à une attitude, à une prétention, à un choix, à un point de vue, voire à un certain habillement, chapeau melon et pommeau d'or. Or, le souci de la qualité linguistique des premiers annonceurs de Radio-Canada a atteint une telle réputation, du moins à ses débuts, qu'on l'appellera pendant longtemps le français radio-canadien. Inutile de creuser longuement pour observer cet écart linguistique de la part d'une certaine élite canadienne française. Comme si on se retrouvait dans Les Belles Sœurs de Michel Tremblay, à s'extasier sur le fait que ces gens parlent bien. Et les exemples dépassent le cadre de Radio-Canada. Bien sûr, l'annonceur radio-canadien Henri Bergeron a bâti sa carrière sur une voix et une personnalité teintée de respectabilité paternelle, qui hante encore certains d'entre nous. Mais c'est le souci de qualité linguistique qui nous interpelle, et qui en dit long sur l'insécurité linguistique d'un peuple et d'une génération. Pensons au français parlé de Gabriel Roy s'entretenant avec Judith Jasmin en 1961, ou encore à l'animateur Réal Giguère du Canal 10, devenu TVA, dont le français parlé est teinté du même souci lorsque le rôle public d'animateur l'impose, mais emprunte la tangente vernaculaire quand vient le temps d'interpréter un travesti au théâtre dans La Cage aux Folles, ou de chanter Gros Jambon, une adaptation française du succès américain Big Bad John de Jimmy Dean pour lequel 35. Réal Giguère aurait vendu plus de 300 000 exemplaires en 1962. On doit au linguiste américain William Laboff de l'Université de Pennsylvanie le concept d'insécurité linguistique, soit le sentiment qu'ont certaines personnes de ne pas parler bien, selon le modèle linguistique que véhiculent les classes supérieures. Pour Laboff, les variations dans la prononciation résultent d'effets liés à la classe sociale. En recherchant une certaine ascension sociale, les strates intermédiaires auraient tendance à déprécier l'usage vernaculaire de leur langue pour survaloriser le modèle normatif. Sa thèse de doctorat soutenue en 1963 est restée célèbre et portait sur la prononciation du « R » dans la ville de New York. Pour nous, 3 questions surgissent. Quel est ce malaise, cette crise identitaire qui entraîne ces choix linguistiques au milieu du siècle dernier, parmi cette élite engagée dans le développement de la radio d'État?
Comment peut-on expliquer l'évolution de cette attitude langagière, qui peut nous paraître effarante aujourd'hui? Et quels éléments de distinction faut-il faire dans la perception de la langue parlée entre la communauté d'expression française vivant au Québec et celle des autres communautés francophones d'Amérique du Nord? Pour effectuer ce tour d'horizon, nous identifierons les éléments de l'histoire sociale et politique qui permettent de circonscrire la définition identitaire du Canadien français. Nous esquisserons les facteurs qui contribueront à construire. 36. Très tôt son insécurité linguistique et sa crise identitaire qui atteint des sommets dans les années d'après-guerre. Éléments de définition identitaire du Canadien français. Au Canada français, la langue a longtemps été une source de préoccupation. Les querelles autour du joual dans les années 1970 et les nombreuses bagarres linguistiques, dont celles liées aux crises scolaires du début du XXe siècle, ne nous ont pas permis d'oublier la constante précarité de la langue française en Amérique. Si l'on se fie aux résultats des États généraux de la francophonie manitobaine en 2015, on ne s'étonnera pas que la langue suscite encore des préoccupations. Quant au Québec, les chroniqueurs de la droite politique, de Mathieu Bock-Côté à Richard Martineau et autres Denise Bombardier de ce monde, continuent de le rappeler régulièrement, tel pompier volant au feu brûlant de l'actualité. Évoquer l'histoire de l'insécurité linguistique des Canadiens français, c'est bien entendu évoquer les origines dialectales des colons français qui s'établissent sur les rives du Saint-Laurent en 1608. Heureusement pour nous, des études détaillées sur la question, dont celle de Philippe Barbeau portant sur le choc des patois en Nouvelle-France, permettent de comprendre l'unification linguistique extrêmement rapide des colons originaires de la Normandie, de la Bretagne, de l'Île-de-France et du Poitou. Paradoxe oublié, alors qu'il existait 636 patois dans la France du XVIIe siècle si l'on se fie aux recherches du linguiste Albert Dauzat, le français était davantage parlé, toute proportion gardée, en Nouvelle-France. 37. En interrogeant le phénomène de crise identitaire, il importe de s'intéresser au phénomène de culture, en tant que réseau de signification qui organise le réel et permet aux individus de se situer dans l'univers des codes identitaires que sont la race, la religion, la langue, la nationalité, le sexe, la famille, la classe sociale. La déstabilisation d'un environnement culturel construit à partir de catégories fournies par la culture provoquerait des soubresauts identitaires comme l'explique Chantal Bouchard, linguiste de l'université McGill. Ainsi, dans une société traditionnelle peu différenciée, où la division du travail est minimale et les conditions de vie similaires pour la plupart de ses membres, on trouvera une culture fortement partagée par l'ensemble des acteurs. Par contre, les sociétés industrielles modernes, en maximisant la division du travail et en multipliant les conditions d'existence de ses membres, créent des formes de culture beaucoup plus lâches, où le réseau des significations est moins dense et moins fortement partagé par les individus. Bouchard 2002, page 26. Une culture en transformation radicale, comme l'a été celle d'une Nouvelle-France passée sous domination britannique en 1763 avec le traité de Paris, contribue à ce qu'un sujet se forge une identité négative de lui-même, si l'on se fie aux stratégies psychologiques voulant que l'image négative de soi naisse en grande partie en fonction du jugement négatif des autres. Malevska-Per, 1989, page 121. Une négation du moi déstabilise, favorise l'anxiété, l'agressivité et entraîne la recherche de stratégies pour renforcer une identité en crise, qu'elle soit individuelle ou collective. Comme le fait remarquer Marcel Rioux en 1959, la cession de la Nouvelle-France se pose donc comme 38. Un moment de déstabilisation en venant couper les liens entre la France et sa colonie, alors que le français moderne commence à émerger. Rioux, 1971, page 181. Rapidement, ce sont les institutions publiques qui vont s'angliciser. Le droit, la politique, le commerce. Cette pénétration de l'anglais s'accentuera avec le déplacement des populations des campagnes vers la ville. Le développement de cette bourgeoisie urbaine, administrative et marchande, laisse libre cours au clergé à consacrer le triomphe d'une organisation sociale orientée vers le développement rural. Cette élite cultivée voit dans le développement du terroir un moyen de conserver et de renforcer des valeurs canadiennes françaises, alors que la situation politique du régime britannique se caractérise par des luttes constantes,
dont celles qui aboutissent en 1839 à la rédaction du rapport de Lord Durham qui propose comme solution d'assimiler les Canadiens français le plus rapidement possible. Une solution que certaines élites canadiennes françaises, conscientes des déficiences linguistiques, culturelles, politiques, économiques de leur groupe social, vont préconiser. En 1839, la résignation de l'éditorialiste Étienne Parent est claire à cet effet. Il ne reste d'autre alternative que celle de se résigner avec la meilleure grâce possible. L'assimilation, sous le nouvel état de choses, se fera graduellement et sans secousse, et sera d'autant plus prompte qu'on la laissera à son cours naturel, et que les Canadiens français y seront conduits par leur... Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.